si chaud. Quelle idée aussi d'avoir voulu essayer ça aujourd'hui, jour de canicule. Très mauvaise idée ça encore. Ça vous voyez, typiquement, c'est bien un move, un magic move. J'appelle ça un magic move. Écoutez, c'est un peu bizarre de commencer une vidéo sur... Enfin, qui a destination à aller sur YouTube. Je trouve ça quand même complètement improbable. Ouais, d'ailleurs, on pourra profiter pour faire les présentations avec Arthur, que vous voyez ici, qui est un de mes deux chats, mes chats assistants préférés, hein, accessoirement, parce que c'est facile puisque je n'en ai que 2. Donc ça c'est Arthur, vous le verrez sûrement beaucoup dans les vidéos, il est très présent, il aime beaucoup la caméra, voilà. Il vient un peu pour les caméras, c'est ok. Bah écoutez, je sais pas trop commencer, bienvenue, déjà, mais genre, j'ai un peu de mal à imprimer le fait qu'il y a peut-être des gens que je ne connais pas qui vont prendre le temps de me regarder. Si jamais vous voyez cette vidéo sur YouTube, ça n'a aucun sens. Écoutez. Et ben bienvenue sur cette chaîne ou ce podcast, en tout cas c'est selon où vous m'écouterez, parce que du coup je vais tenter de décliner quelques-uns de mes contenus et sur un podcast qui s'appelle À Juste Titre, si vous voulez aller l'écouter. Mais du coup certaines vidéos seront les mêmes, enfin les contenus seront les mêmes en vidéo et en podcast quand ça s'y prêtera. En l'occurrence aujourd'hui, j'avais envie de tourner une vidéo très simple, une vidéo pour un peu me présenter, parce que je pense que vous n'avez absolument aucune idée de qui je suis et que c'est normal. Voilà, mais si j'ai l'ambition d'envahir vos oreilles ou vos sessions YouTube avec quelques-uns de mes futurs contenus, la moindre des choses c'est de me présenter un peu. Donc écoutez, je m'appelle Mathilde, j'ai 31 ans aujourd'hui, donc enfin... Je poste cette vidéo aujourd'hui, mais je l'ai filmée hier, donc je vis la dernière journée de mes 30 ans, pour tout vous dire. Et dans la vie, je suis consultante éditoriale. Bon, alors là, comme ça veut rien dire, c'est pour ça que j'avais un peu envie de vous parler de d'où je viens, entre gros guillemets, non pas que j'ai eu un parcours absolument incroyable, mais ça vous permettra de reposer un petit peu le contexte. Écoutez, d'autant que je me souvienne, en tout cas de mes parents, m'ont dit que petite, j'ai commencé à parler avant de savoir marcher. Donc j'ai parlé très tôt, et vraiment j'ai parlé beaucoup très tôt. Je fais partie de cette catégorie de gens qui ont toujours eu Mathilde est bavarde. Voilà, bavarde, je pense que c'est le étourdie et bavarde d'ailleurs, mais bavarde est beaucoup revenue sur ses carnets et sur ses bulletins annuels qu'on avait à l'école. Je parle beaucoup, j'ai toujours plein de trucs à dire, j'ai toujours besoin d'aller dans le détail, etc. Enfin voilà, donc un passé de grande bavarde, à tel point que quand il a fallu au lycée commencer à s'intéresser à ce qu'on allait faire plus tard, assez rapidement, j'ai eu envie de devenir orthophoniste. Alors bon, j'ai toujours eu effectivement des facilités dans tout ce qui était apprentissage des langues, que ce soit le français ou d'autres langues. On parle d'apprentissage à l'école, hein, on est bien d'accord. Moi j'ai fait italien et anglais du coup, mais ça a toujours été plutôt facile. Et donc j'avais envie de devenir orthophoniste. Ça va être compliqué, je vais essayer de me concentrer. Parce que je sais plus trop comment, pourquoi, bref, j'ai découvert ce métier et surtout le but de ce métier et j'ai trouvé ça absolument révoltant que des gens puissent ne pas arriver à s'exprimer en fait. Enfin pour moi vraiment, voilà. Je lis beaucoup, je parle beaucoup, j'ai rempli un nombre de journaux intimes assez incroyable quand j'étais jeune, j'écris des post-it tout le temps, je fais des listes, bref, j'utilise les mots qu'ils soient à l'écrit ou à l'oral tout le temps, bref. Une machine à bruit, je parle toute seule quand je suis chez moi, je parle à mes chats qui ne me répondent jamais, bref. Et bref, apprendre que des humains étaient en incapacité d'exprimer ce qu'ils voulaient exprimer correctement, en tout cas de la façon dont ils aimeraient le faire, ça m'a rendu... Vraiment, ça m'a révoltée. Ça m'a révoltée. Et alors c'est marrant parce que c'était pas forcément des enfants. C'est vrai que souvent on pense à l'orthophonie pour de la rééducation plutôt quand on est jeune en fait. Mais moi je sais pas, j'ai assez rapidement et je sais pas d'ailleurs d'où ça vient, mais bref, été surprise par le fait qu'il y ait des adultes, en fait, par exemple des personnes sourdes ou malentendantes qui veulent apprendre, parce qu'elles peuvent oraliser, qui veulent apprendre à s'exprimer, peut-être qu'elles mettent un implant et qu'elles ont envie d'apprendre à oraliser, peut-être qu'elles ont eu un accident et suite à ça, elles ont perdu leur faculté à parler, et du coup, ça il faut le réapprendre, et je trouve ça
d'une part fascinant et d'autre part révoltant qu'elle puisse pas le faire, en fait. Voilà. Il y avait vraiment ce truc de je veux pouvoir donner les moyens aux gens qui ne l'ont plus de s'exprimer comme ils le souhaitent. Donc c'est rigolo, parce que finalement ça va refaire une boucle avec ce pourquoi je suis là aujourd'hui. Donc voilà, donc je voulais être orthophoniste. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai même passé une épreuve de langue des signes au lycée où j'étais, en tout cas pour le bac. Donc voilà, j'ai appris un petit peu de langue des signes, je n'ai pas signé depuis une éternité, donc malheureusement j'ai tout perdu, mais voilà, c'était un truc qui m'intéressait à l'époque, donc vraiment, même quand elle ne fait pas de bruit, elle veut pouvoir parler. Voilà. Et finalement, écoutez, moi je voulais être orthophoniste, pour ça il fallait passer des concours, mais les concours n'ont pas voulu de moi. Voilà. Donc bon, que voulez-vous, c'est la vie, hein, c'est pas faute de les avoir essayés. Donc après le bac, j'ai fait une prépa. Donc une préparation au concours d'orthophonie, donc c'est beaucoup d'orthographe, de grammaire, de culture générale, de dictée, de bio aussi, surtout l'appareil phonatoire, comment tout ça fonctionne, etc. Donc hyper intéressant, je me suis éclatée, c'était dur, franchement c'était dur, tous les gens qui ont fait une prépa savent de quoi je parle, mais en tout cas ça a forgé un socle de connaissances qui m'ont amené à repasser les concours, qui n'ont toujours pas voulu de moi, mais est-ce que je me laisse abattre? Pas du tout. J'ai décidé de de les retenter en tout cas, parce que chaque fois j'étais pas si loin de passer l'oral, mais je passe pas l'oral. Donc j'ai décidé de partir en sciences du langage, donc qui est une filière à la fac, qui, comme son nom l'indique, pose les fondamentaux, enfin vraiment l'essence du langage, quel qu'il soit. En fait, c'est pas forcément la langue française, c'est vraiment le langage et les langues du monde, d'où ça vient. Donc forcément, on a fait de l'étymologie en partant du latin et des langues même avant, jusqu'à aujourd'hui. Donc sémiotique, linguistique générale, pareil encore bio, neurosciences, langue des signes aussi du coup, je m'y suis rebise. Bref, et là je vous avoue que je sais plus, j'avais plein d'autres cours, mais bref, hyper intéressant. Tout ça pour dire que j'ai eu le temps de passer une licence, donc 3 ans, et à chaque fois de rater les concours. Au bout d'un moment, je me suis dit bon, malheureusement, je crois que je ne serai pas orthophoniste. Qu'est-ce qu'il fallait faire après ça? Une passion pour les mots, mais du coup, pas grand chose comme projet autre. Après sciences du langage, en tout cas dans la fac où j'étais, la plupart des étudiants allaient en français langues étrangères. Donc ça c'est pour apprendre le français à l'étranger. À des gens qui ne parlent pas français ailleurs dans d'autres pays qui veulent apprendre le français. Mais c'est marrant parce que ça me tentait pas. En fait, j'ai pas une appétence à j'allais dire à transmettre, mais non, c'est pas ça que je veux dire. Au groupe, en fait, c'est vrai que c'est pas un truc, être la maîtresse d'école devant une classe, c'est pas un truc qui me tente. Et d'ailleurs, du coup, c'était soit français à l'étranger, soit prof des écoles. Là, pas du tout. Beaucoup trop d'enfants, beaucoup trop de bruit. Pas du tout. Vraiment pas du tout. Donc je me suis dit, ça va pas être possible. Donc, qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Il se trouve que dans la ville où j'habitais avant de déménager pour faire cette licence, ouvrait une super formation en communication. Et ça paraît très cliché, mais c'est vrai que du coup la communication ça passe par beaucoup de langage et de mots. Donc je me suis dit ok, sauf que c'était de la communication digitale. Alors il faut savoir qu'à l'époque, pendant ma licence, je m'étais lancée dans un petit blog. Voilà, je dis un petit blog parce que vraiment il a pas eu beaucoup de visites. J'ai pas posté beaucoup, mais un peu quand même. Enfin voilà, je m'étais lancée là-dedans. Ça m'avait bien plu, donc ça me permettait. Voilà, c'était un truc de tiens, comme digital, ok. Est-ce qu'on n'irait pas faire un tour? Donc je me suis lancée là-dedans. Je me suis éclatée. Franchement, c'était très très cool, d'autant que c'était une fac qui était vraiment, un parcours qui était tourné sur de la mise en pratique. Donc, en tout cas sur le master, surtout moi je suis rentrée en 3e année de licence, puisque du coup il fallait que je fasse une équivalence, puisque je venais vraiment pas de com, je venais de sciences du langage, donc il fallait que je fasse une année de rattrapage. On va dire, d'équivalence, ce qui fait que j'ai 2 licences, waouh. Voilà, et donc après j'ai validé mon master,
et en fait, tout s'est enchaîné assez rapidement après. J'ai pas trop réfléchi à ce que j'avais envie de faire. Moi, toute petite, avant de découvrir le métier d'orthophoniste, je voulais travailler dans un magazine de mode. Je voulais écrire des articles, des magazines que je piquais à ma mère, les Marie-Claire, les Elle, tout ce qu'on voulait. Je voulais être rédactrice d'une rubrique d'un magazine. Très original, n'est-ce pas? Voilà, mais là, vous allez voir que vraiment c'est pas du tout ce qui s'est passé. J'ai pas trop réfléchi à concrètement ce qui se passerait après ce master. Il se trouve que j'avais fait un stage en master 1 qui s'était très bien passé. J'étais restée en contact avec cette dame qui était du coup consultante en communication. En fait, elle était à son compte. Je lui trouvais ça assez fascinant. Qu'on puisse en fait être à son compte et ne pas travailler pour une entreprise, assez dingue. Mais bon, je m'étais pas dit que c'était par là que je commencerais en tout cas. Et il se trouve que elle avait été embauchée entre gros guillemets parce que c'était une prestation de freelance, enfin en tout cas qui n'était pas salariée, pour gérer le pôle marketing d'une entreprise, et elle avait besoin, enfin en tout cas la boîte en question avait besoin d'une chargée de com. Comme c'était bien passé avec cette consultante, elle m'a proposé de candidater. J'ai été prise, ce qui fait que je crois que j'ai été diplômée le lundi et je commençais à bosser le mercredi, quelque chose comme ça, donc j'ai eu beaucoup de chance, vraiment, ça j'en ai conscience. D'ailleurs j'ai commencé à travailler en test un petit peu avant sur une toute petite mission de freelance, histoire d'être sûre que j'avais envie de travailler là-bas, donc plutôt cool parce que bon, au-delà de eux, est-ce qu'ils avaient décidé de bien m'aimer, j'avais aussi la possibilité de voir si ça me plaisait, donc c'est quand même un double luxe. Donc voilà, ça j'ai eu beaucoup de chance, j'y ai travaillé pendant 2 ans, je suis passée de chargée de communication à ce qu'on appelle Brand Content Manager, c'est-à-dire qu'au-delà de gérer la com au quotidien, avec cette consultante dont j'étais l'interlocutrice, c'est ça que je voulais dire, merci Mathilde, direct, du coup en fait quand je suis arrivée, la marque se repositionnait, donc hyper intéressant parce qu'en fait il a fallu revoir tout le message de la marque, le branding, le site, les services, etc. Donc je suis arrivée à un moment pivot, donc pour moi c'était passionnant, challengeant, on va pas se le cacher parce qu'il y a eu beaucoup de travail. Mais hyper intéressant, et donc voilà, au fur et à mesure, au-delà de juste gérer la com, j'étais un peu garante de l'image de marque sur toutes les plateformes, etc. Et il se trouve que ce poste s'appelle Brand Content Manager, voilà. Mais bon, on remarquera un fil rouge avec le contenu et la façon dont on s'exprime et le fait que je le fasse pour des marques. C'est quand même ça que j'avais envie de vous dire, c'est que je viens de loin, mais pas tant finalement. Et donc après ça, écoutez, j'ai travaillé donc là-bas 2 ans, et il se trouve que même si, alors je travaillais sur un sujet qui était quand même plutôt cool, qui en fait on apprenait aux gens à apprendre, parce que oui, il se trouve que on ne nous apprend pas à apprendre à l'école, et on nous dit oh là là, on ne sait pas prendre ses leçons, on n'a pas des bonnes notes, etc. Mais en fait, on devrait avoir des cours d'apprentissage de l'apprentissage. Mais bref, c'est un long sujet qui m'a animée pendant 2 ans du coup. Donc j'avais quand même un sujet cool, et puis un sujet que je trouvais vraiment hyper intéressant, dans le sens où on aidait et accompagnait beaucoup d'étudiants, notamment des étudiants en médecine ou ceux qui préparent les concours des grandes écoles. Donc bon, quand même plutôt cool, la boîte était chouette, le sujet était intéressant, mais il se trouve qu'au bout de 2 ans, j'avais un peu l'impression d'avoir fait le tour. Et l'évolution de la boîte, a fait que voilà, on a proposé que nos chemins se séparent en entente cordiale, et donc je me suis mise à mon compte. Je me suis mise à mon compte. En fait, comme je commençais à tourner un peu en rond sur la thématique, j'avais demandé à ma boîte si c'était possible d'avoir un 3/4 temps, je crois que c'est ça. En tout cas, un 4/5e, ne bosser que 4 jours et avoir mon 5e jour pour développer un projet à côté. Donc, à cette époque-là, pour occuper cette journée supplémentaire, je me suis associée est un grand mot, il y avait rien de juridique entre nous, mais j'avais une copine du coup qui avait fait ce même master que moi et qui elle pour le coup était qui est, comme on ne travaille plus ensemble, mais je jump to the conclusion alors que j'ai pas fini. Qui est une illustratrice et une web designer de grand talent. Elle s'était rendue compte que elle voulait bien faire des sites internet pour ses clients, mais que la partie contenu était une vraie galère parce que les clients ne prévoient jamais un budget pour la partie rédactionnelle, parce qu'ils partent du principe qu'ils savent écrire, donc en fait ils vont pas payer quelqu'un pour écrire. Sauf que j'espère que j'arriverai à vous le faire comprendre avec cette chaîne et ses contenus.
écrire c'est une chose, écrire pour le web c'en est une autre, et écrire pour amener le lecteur à mener une action donnée c'en est encore vraiment une autre. Donc c'est un métier, et au-delà de est-ce qu'ils savaient le faire ou non, en fait ils prennent pas le temps de le faire parce qu'ils se rendent pas compte le temps que ça prend de rédiger. Et chaque fois on se dit mais je vais le faire, et quand on se met dedans on parle d'une feuille blanche, etc., etc. Bref, les clients ne le faisaient pas, elle galérait parce que ses projets prenaient beaucoup de retard. Je pense que c'est le cas d'ailleurs pour de nombreux web designers, parce que c'est une discussion que j'ai eue avec beaucoup depuis, et quand même souvent on a ce constat-là. Donc en tout cas cette copine-là était hyper contente qu'on présente une offre à deux où il y avait et du rédactionnel et la partie mise en forme, comme ça au moins c'était vraiment clé en main. Alors certes c'était un budget plus conséquent, mais voilà, moi j'ai fait mes armes comme ça, on va dire, sur l'entrepreneuriat, donc c'était quand même plutôt cool de commencer là-dessus. Donc j'en reviens au moment où je ne suis plus salariée. Je profite de l'arrêt de ce contrat pour me dire que j'ai envie de tester, de vivre de cette activité de rédaction de contenu. Donc je me suis lancée vraiment sur un besoin de contenu rédactionnel pour les sites web, au fur et à mesure de mes recherches et de mes tests, parce que c'est pas quelque chose que pour le coup j'ai appris à la fac. J'ai entendu parler de copywriting. Le copywriting c'est quoi ? En gros c'est de l'écriture persuasive, et comme je vous le disais précédemment, l'idée avec le copywriting c'est de structurer un contenu avec des éléments précis pour amener le lecteur, qui lira du coup ce que vous êtes en train d'écrire, à effectuer une action. Mais une action, alors on parle souvent du copywriting, et vous le connaissez peut-être comme ça, sur de la vente. Voilà, l'idée c'est de vendre, et genre de maximiser tes ventes et d'exploser ton CA et tous ces mots de l'enfer associés au copywriting que j'espère je vous ne verrai jamais sur ce compte, pitié. En tout cas, c'est pas comme ça que j'ai envie d'en parler, donc si c'est ça que vous attendez du copywriting et ce que vous voulez en entendre, c'est pas ici qu'il faut aller. Voilà, vous pouvez tout de suite changer de chaîne. Non, ici, je parlais du coup d'une action qui n'est pas forcément vendre, qui peut être simplement de s'inscrire pour recevoir un freebie, s'inscrire à votre newsletter, vous suivre sur un autre réseau, commenter, partager. Voilà, ça peut être une bien plus petite action que vendre quelque chose, parce que c'est pas aussi magique que ça. En tout cas, en général, on ne présente pas la situation vraiment globale. Le moment de la vente, c'est super, mais il y a quand même d'autres actions avant et après. Voilà, donc j'ai entendu parler du copywriting qui avait vraiment du sens sur un site internet, justement parce que ces sites internet sont souvent des sites vitrines. Moi, j'ai plutôt bossé pour de la presta ou pour des restaurants, etc. Donc c'est pas vraiment du produit, j'appelle pas vraiment ça du produit parce qu'il n'y avait pas de e-boutique. Enfin, une boutique en ligne, mais tout ça pour vous dire, j'ai perdu le fil de ce que je voulais vous raconter. Oui, que ça faisait sens, puisque l'idée d'un site internet, c'est souvent de présenter ses services et d'avoir des clients. Donc ça, je l'ai beaucoup pratiqué, j'ai mis en place, j'ai testé en tout cas ce que j'apprenais, ce que je lisais. Il faut savoir quand même que j'avais été initiée au copywriting pendant mon CDI, puisque la fameuse consultante marketing avait acheté la formation copywriting Live Mentor. À l'époque. Aujourd'hui, c'est plus du tout la même, je sais qu'ils l'ont refaite entièrement et c'est pas du tout le même programme. Mais à l'époque, en tout cas, elle était plus light, mais ça permettait de présenter la globalité de ce qu'est le copywriting et de s'y mettre un petit peu. Donc j'avais commencé pour les contenus de la marque pour laquelle je bossais, enfin de l'entreprise. Donc voilà, donc ça a été cool. Moi j'ai commencé par des sites internet et appliqué sur du copywriting, et puis le bouche à oreille du fait que on était tous étudiants, on prenait des nouvelles les uns des autres. Moi en l'occurrence, quand je bossais en salarié, les bureaux de l'entreprise étaient dans un espace de coworking, donc j'étais toute la journée avec des entrepreneurs. Donc voilà, je me suis fait un réseau, on a commencé à me dire « Ah mais moi je dois refaire mon site, tu peux m'aider ? Ah mais tiens, moi j'ai une newsletter, est-ce que tu fais ?» Et du coup, en fait je me suis testée là-dessus, je me suis éclatée, très clairement. Et du coup j'ai vraiment pris plaisir, au-delà d'être à mon compte et de faire que la partie du métier que j'aime, etc., que je prenais vraiment beaucoup de plaisir à changer de thématique. Vraiment, le lundi, je pouvais travailler sur de l'événementiel, le mardi sur de la formation, le mercredi sur un restaurant. Et, enfin voilà, j'avais jamais les mêmes journées, et ça c'est quand même, et j'ai toujours pas les mêmes journées. Ça fait 4 ans maintenant.
Donc voilà, donc ça a été un peu le coup de cœur sur ok, moi je veux écrire des trucs pour les gens, je veux être l'espèce de j'ai ghostwriter en tête, mais c'est pas ça parce que du coup je suis copywriter, donc c'est pas tout à fait la même chose. On parlera peut-être de ça dans un autre contenu d'ailleurs. Mais bref, en tout cas la personne SOS qu'on appelle quand on voudrait parler d'un truc mais qu'on sait vraiment pas par où commencer, parce qu'en fait c'est hyper dur de parler de ce qu'on fait soi-même quand on a le nez dedans toute la journée. Donc j'avais envie d'être cette aide-là qu'on appelle à la rescousse. Ce qui nous amène aujourd'hui à comment je m'appelle Magic Mathilde. Voilà, mon entreprise en tout cas s'appelle Magic Mathilde. Moi, mon prénom c'est juste Mathilde, Dieu merci. C'est déjà non, ça, j'ai plutôt un prénom cool. Mais bref, Magic Mathilde, ça aurait été rude. Quand même, mes parents auraient déconné. En fait, il se trouve que pendant ces années de salariat, on m'avait surnommée Magic Mathilde parce que j'avais une capacité à produire le travail d'à peu près 2 personnes et pour ceux qui ont une connaissance de l'astrologie, moi j'incarne le signe astrologique de la Vierge. Voilà, je suis née en septembre, je suis la perfectionniste un peu chiante, mais du coup la perfectionniste quand même. Donc c'est vrai que forcément au travail ça m'a beaucoup aidée. Donc je peux travailler beaucoup et j'ai le sens du détail. Donc souvent il n'y a pas grand chose à redire dessus si le brief a bien été fait. C'est toujours, on peut redire des tonnes de trucs, si la consigne n'était pas bonne, c'est sûr que le résultat sera pas le bon. Mais soit. Donc voilà, donc on m'a appelé comme ça m'a suivi un moment. C'est vrai que finalement au cowork on m'appelait comme ça, puis après mes premiers clients ont fini par me surnommer comme ça aussi parce que c'est un peu Magic Mathilde qu'ils appelaient à la rescousse quand justement ils avaient besoin de contenu. Donc quand je me suis lancée, j'avais pas 30 000 idées, c'est resté et c'est un peu ça que j'ai envie d'être pour vous aussi, via ces contenus plus longs. Pour le moment, là, depuis 4 ans, j'ai juste un site internet et un compte Instagram. Et j'ai une newsletter, mais franchement, je l'avais laissée à l'abandon cette dernière année. Je m'y suis remis, donc si vous avez envie de me suivre sur un format écrit plus long, vous pouvez vous abonner à ma newsletter. Pour ça, vous allez sur mon compte Instagram. Et le lien est en bio, mais je viens de me rendre compte qu'en fait sur YouTube on peut le mettre dans la description, donc il sera dans la description, et si vous m'écoutez et que vous ne me regardez pas, ce sera aussi dans la description de l'épisode. Mais tout ça pour dire que rien de magique dans mon travail, juste beaucoup de stratégie et de tests et d'analyse des résultats et d'itération. La partie magique elle vient plutôt sur le fait que quand vous galérez sur tout ce qui a trait au rédactionnel de votre marque, appelez-moi et on discute. Voilà, je peux sûrement vous aider, et si je ne peux pas vous aider, déjà je vous le dis, et j'ai sûrement quelqu'un à vous recommander. Mais voilà, donc ici j'ai pour quelle est l'expression? Moi j'essaye de vous faire croire que je sais ce que je dis, ça craint quand même. Bref, j'espère, en tout cas, être cette personne ressource dont vous allez voir les contenus et chercher s'il n'y a pas déjà une info sur le sujet, sur tout ce qui a trait au wording de votre marque, comment vous en parlez, quels mots vous choisissez, à qui vous parlez, qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre. Vraiment, j'ai envie qu'on parle de ça, et après vraiment comment vous écrivez vos contenus, d'où on démarre, de quoi on a besoin, comment on structure, comment on met en ligne, qu'est-ce qu'il faut faire pour relire, comment on fait pour continuer à améliorer, etc. Enfin vraiment toute la chaîne de contenu. Alors attention, on ne sera pas dans la stratégie de communication, parce que ça c'est vraiment un autre métier. Moi vraiment je me consacre au rédactionnel, pardon. Je ne suis pas stratège en communication, c'est pas du tout mon métier. Mais en fait, pour vous dire quelles sont mes spécialisations et comment j'y suis venue, donc comme je vous le disais, j'ai commencé par le copywriting. Donc le copywriting, c'est de l'écriture persuasive qui est censée amener le lecteur à mener l'action qu'on a décidé de lui faire faire. Voilà, jusque-là j'espère que vous m'avez suivi. Il se trouve que j'ai écrit beaucoup de sites internet et de pages de vente. D'abord les sites internet, après des pages de vente, et je suis revenue au site internet, mais j'y reviens tout de suite. Donc pas mal de pages de vente. Une page de vente c'est quoi? C'est une page dédiée à la promotion vos services, mais c'est pas juste une page service sur un site internet, c'est plutôt une offre un peu différente. Ça se fait quand même surtout sur
de l'infoproduit, qui est une formation qu'on vend en ligne. Ça peut être du 100% autonome en ligne ou de l'hybride si vous avez des visios, etc. Donc c'est plutôt sur ce genre de programme-là, mais ça se fait aussi sur le lancement d'un logiciel, par exemple. Enfin voilà, c'est vraiment quand on a besoin d'avoir un endroit à ressources où on veut présenter son offre / produit. Dans les détails, enfin c'est quand même souvent un contenu long, et encore que ça c'est encore quelque chose qu'on pourra voir quand est-ce qu'on fait une page longue, une page courte. Mais c'est pas juste une présentation de service sur votre site, c'est ça que je voulais dire. Donc voilà, on m'a sollicité pour des pages de vente, puisque ça forcément ça demande de la rédaction persuasive, parce que la page de vente a elle pour objectif, comme son nom l'indique, de vendre. Donc c'est un enjeu stratégique pour beaucoup de marques d'avoir des bonnes pages de vente, puisqu'elles espèrent vendre leurs produits ou formations. Et il se trouve que en fait j'en ai fait beaucoup et que je me suis rendu compte que on attend d'un copywriter qu'il écrive comme la marque qui commande la page de vente s'exprime d'habitude, pour que forcément l'audience ne se rende pas compte qu'il y a une autre personne qui écrit à la place, et que du coup ça réduise le lien de confiance qu'il y a entre l'audience et la marque. Enfin voilà, il faut vraiment se mettre dans les souliers de la personne pour qui on est censé écrire, et ça en fait ça se fait pas par l'opération du Saint-Esprit. Donc souvent, au fur et à mesure de mon travail, j'ai perfectionné un peu mon questionnaire de démarrage, et j'ai remarqué assez vite que les marques ou les entreprises qui me sollicitaient n'avaient jamais défini en fait quelle est leur mission, mais écrite avec les mots choisis et pourquoi. Quel est leur descriptif d'activité, qu'est-ce qu'ils font précisément, s'ils devaient pitcher leur activité, qu'est-ce qu'ils diraient, la promesse qu'ils font à leurs clients, qu'est-ce qui fait que... c'est quoi leur c'est pas leur but, parce que je pourrais on refera un épisode sur ces contenus-là, la différence entre une mission et une promesse, et d'ailleurs quelle est leur différenciation aussi, pourquoi est-ce qu'on irait chez eux et pas chez quelqu'un d'autre, parce qu'en fait ces éléments-là sont fondamentaux. Et en fait beaucoup ne l'ont pas, et par exemple, est-ce qu'ils tutoient ou ils vous voient, ils se sont jamais vraiment posé la question de pourquoi. Ils font un truc un peu au feeling, ils ont pas du tout de lexique, des mots qu'ils utilisent ou des mots qu'ils n'utilisent pas, ce qui fait que souvent moi j'ai commencé par des premières versions de pages de vente ou de contenu, peu importe lesquelles, et on m'a dit ah non ça je veux pas, ça on le dit pas dans la marque. J'entends, pas de problème, je l'ai modifié, c'est pas le souci, mais du coup, si j'avais eu un document qui me le synthétisait dès le départ, j'aurais pu aller plus vite. Voilà. Donc je me suis assez vite rendu compte que ça, les marques ne le font pas, et c'est dommage. Et attention, je dis les marques, mais en fait juste les gens, même les entrepreneurs, même vous, même moi je suis tout seul à mon compte, et j'ai on appelle ça une charte éditoriale, ce document qui résume tout ça. Et donc, forcément, je me suis formée à le faire parce que forcément j'avais besoin de ces infos. Et en fait, je me suis mis à le vendre parce que je suis persuadée qu'on ne peut pas communiquer si on ne sait pas ce qu'on veut dire. En fait, ça n'a aucun sens de brasser de l'air si on n'a pas le message qu'on veut faire passer. Voilà, vous comprenez bien que c'est un peu mettre ses chaussettes après ses chaussures, ça n'a aucun sens, voilà. Donc je suis venue à la stratégie éditoriale, on va dire que c'est un peu plus large et c'est plus en amont que la création de contenu copyrighté ensuite. Et comme je vous le disais, j'ai aussi fait des sites internet, pas mal, du coup sur cet enjeu d'attirer du client et de le convertir, donc soit en appel découverte, soit en abonnement à la newsletter, soit en prise de rendez-vous, oui, ça peut ne pas être un appel découverte, ou d'ailleurs en achat d'un petit produit par exemple, etc. Sauf que, forcément, comme toute prestation, ça a un coût, et je me suis assez vite rendu compte là aussi que mes clients n'ont aucune idée de comment est-ce qu'ils vont amener du trafic sur ce fameux site. Donc ils ont un site dans lequel ils dépensent des milliers d'euros, que ce soit en web design ou en copywriting, et en fait personne ne vient lire ces super contenus hyper bien mis en forme parce qu'ils l'ont fait faire par des gens dont c'est le métier. Et ça pour moi c'était une frustration terrible. On revient un peu à la frustration de l'orthophonie, de tu veux t'exprimer mais tu n'as pas les moyens de le faire comme tu le souhaiterais. Il y avait une espèce de truc, une dissonance qui m'allait pas du tout. Donc moi je me suis formée pour mon site et pour ceux de mes clients au SEO. En fait, le SEO, donc c'est du référencement naturel, et c'est comment vous remontez en position dans les moteurs de recherche quand les gens cherchent une expression donnée. Je sais pas, vous êtes web designer à Paris, bon,
Ça c'est une requête très concurrentielle à Paris, vous vous en doutez, mais ça c'est un autre sujet, on en reparlera peut-être plus tard si ça vous intéresse. Donc je me suis formée au SEO et c'est comment est-ce qu'on amène en fait des gens sur ce fameux site internet par le référencement naturel. L'idée est multiple, c'est déjà de faire lire son contenu, mais aussi effectivement de faire lire son contenu et d'amener les gens à faire une action sans qu'on se soit dépendant de notre énergie, contrairement à des réseaux sociaux par exemple, où si vous ne postez pas, le post a une durée de vie très éphémère, et idem pour les stories qui disparaissent au bout de 4 heures. Le site internet, lui, ne disparaît pas. Ou s'il disparaît, c'est une très mauvaise nouvelle. Il ne faut pas du tout faire ça. Faites des sauvegardes de vos sites internet. Voilà. Donc, moi, je couvre ces 3 aspects-là. Donc, en fait, j'ai une casquette de copywriter initiale, mais qui s'est quand même largement élargie. Merci Mathilde, puisque j'ai rajouté cette stratégie en amont, parce qu'à mon sens, sans stratégie, il peut pas y avoir de bon contenu. C'est tout de suite très bancal. Et une option référencement, parce que ça, c'est un enjeu pour de nombreuses marques et entreprises. Et donc ça, je peux optimiser un site vitrine, mais aussi du coup faire une stratégie blog, puisque c'est souvent comme ça qu'on amène du trafic sur un site internet. Voilà, moi j'ai vu des résultats sur mon site et donc maintenant j'accompagne des clients à le faire. Voilà, je pense que vous savez tout. Je crois que je vous ai tout dit. Mon Dieu, je crois que ça fait une demi-heure que je parle. J'avais peur de pas savoir quoi vous dire, je pense que vous allez jamais regarder jusque-là, donc je vais arrêter de blablater ici. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, mais genre merci, je trouve ça assez fou. J'ai encore du mal à me dire que maintenant il va falloir que j'exporte cette vidéo, que je la monte, que je la poste, que je crée un compte YouTube. Ça n'a aucun sens cette histoire. Bref. Mais en tout cas, je suis hyper enthousiaste à l'idée de vous accompagner, ou en tout cas de vous éduquer, c'est un grand mot, sur ces sujets et sur toutes ces questions qu'on se pose. Et parce que voilà, à force d'avoir accompagné des clients, je commence un peu à connaître quelles sont les problématiques, et puis elles sont différentes en fonction du stade où vous en êtes. Est-ce que vous venez de vous lancer? Est-ce que vous êtes lancé depuis quelques mois, années, ou est-ce que ça fait un petit moment et du coup vous avez d'autres problématiques de contenu qui sont pas du tout les mêmes? Donc, et j'ai des clients qui sont vraiment dans les 3 cas de figure, donc j'ai hâte de vous partager tout ce que j'ai vu du coup, ce que j'ai constaté, ce que j'ai testé avec eux et ce que j'en retire. Voilà, donc ça va être un peu l'idée ici. Vous aurez sans doute de ces 3 thématiques. On parlera aussi marketing de façon plus générale, parce que ça, c'est juste moi, c'est un truc qui me passionne. Et entrepreneuriat, si vous avez des questions ou s'il y a des sujets que je me sens d'aborder. Pour l'instant, je sais pas encore trop quels seront les limites entre gros guillemets de ces contenus, mais bon, on va faire des tests, on verra bien, vous me direz, j'espère que vous me direz en tout cas, que je vais pas juste parler des heures toute seule devant cette vidéo, enfin je suis pas toute seule, vous aurez vu Arthur si vous me regardez sur YouTube, qui est resté sagement là. Vous aurez sûrement l'occasion de croiser Dina aussi, qui est mon autre chat assistant, voilà. Donc si vous voulez la voir, il faudra sûrement regarder d'autres vidéos. Waouh, teasing de l'espace, vraiment je suis vraiment la youtubeuse que je pense être. Voilà, je vais m'arrêter ici. Encore une fois, merci. Si vous m'avez regardé jusque-là, et même si vous avez juste commencé à me regarder, que vous êtes tombé sur cette chaîne et que vous avez quand même cliqué, je trouve ça absolument dingue. Si vous avez envie, vous pouvez me suivre. Donc je mettrai tous les liens dans la barre d'infos. Vraiment, genre, tellement une phrase de youtubeuse. J'adore. Comme je vous le disais, j'ai un site internet, vous pouvez m'envoyer un mail si vous avez envie, mais tout simplement j'ai un compte Instagram qui s'appelle magic.mathilde. Très simple, vous pouvez m'envoyer un MP pour me dire qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous aimeriez voir, ou vous pouvez laisser un commentaire sur la vidéo, sous la vidéo, parce que sur la vidéo ça risque d'être moins facile. Vous pouvez aussi liker pour m'encourager un petit peu, parce que je vous avoue que je sais pas encore si je vais poster cette vidéo, il faut que je la regarde, et je sais pas encore si j'assume 100% de ce nouveau projet, de me lancer. Comme je vous le disais, c'est le dernier jour de mes 30 ans, j'espère poster cette vidéo rapidement, mais en tout cas vous devriez avoir le teaser de mon podcast que je mettrai aussi dans la barre d'infos, j'espère si j'y pense, qui s'appelle À Juste Titre. Le teaser donc sort demain, donc aujourd'hui pour vous si vous l'écoutez. C'est le jour de mon anniversaire, j'ai 31 ans et je me lance à un nouveau défi, challenge. Voilà, bon, allez, définitivement j'arrête cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée, soirée. Je sais pas d'où vous me regardez, vous pouvez me dire ça dans les commentaires. Et puis, bah écoutez, on se retrouve très rapidement. Je pense que la prochaine vidéo vous parlera justement de
pourquoi vous galérez à communiquer. Je sais que vous êtes beaucoup à me dire que vous savez pas de quoi parler. Et que vos efforts de communication ne marchent pas. Je pense que je sais pourquoi, et j'ai envie de vous l'expliquer dans cette vidéo, donc ce sera sûrement le sujet de la prochaine, qui sera du coup un peu plus contenu et moins je vous raconte ma vie. Voilà, bah écoutez, à la prochaine. On va s'arrêter là. Je vous dis à la prochaine pour un prochain contenu.